Avant de donner la parole à notre conférencier, je vais vous le présenter brièvement. Donc, Olivier Lalonde, il enseigne la géographie au niveau collégial. Il est actuellement au Collège Montmorency. Donc, il enseigne la géographie depuis 2014. De nature, Olivier nous dit qu'il n'est jamais entièrement satisfait, ce qui fait qu'il a testé, il a modifié, il a amélioré au fil des ans de nombreuses initiatives pédagogiques, entre autres développées à travers le programme de DES de performance. Grâce au soutien technopédagogique dont il a bénéficié, il s'est aussi investi dans la collaboration avec ses collègues et depuis quelque temps, il réfléchit aux moyens d'adapter les meilleures idées qu'il a développées à distance afin qu'elles soient pertinentes dans un contexte d'enseignement présentiel. Je vous souhaite un très bon webinaire, mesdames, messieurs. Je donne la parole à Olivier. Bonjour, bonjour. Merci, Mme Perrault. Bonjour à tous. Et bienvenue à ce webinaire. C'est excitant pour moi de pouvoir partager avec vous le fruit de mes tentatives des 2 dernières années sur ce que j'ai appelé l'évaluation formative en cascade, dans l'objectif de favoriser la révision hebdomadaire. La présentation a été faite. Merci beaucoup, Mme Perrault. Donc, on a prévu, si jamais vous avez des questions dans les questions-réponses, un moment à peu près au milieu de la présentation pour y répondre. Sinon, prévoir du temps à la fin aussi pour y répondre. Et je vous laisserai en dernier temps mon adresse courriel en toute fin de présentation pour ceux qui voudront communiquer avec moi par la suite. Avant de commencer officiellement ma présentation, je vous invite à vous connecter soit par votre ordinateur ou par votre cellulaire sur le site wooclap.com. Je vais vous poser quelques questions. Wooclap.com, oui, /AQPC 6 octobre, donc 6 OCT. Ça va vous permettre de vous connecter. J'aurai quelques questions pour vous qui mettront la table pour notre présentation. Je vais l'afficher à l'écran pendant que vous vous connectez. Donc, ça fonctionne bien. On a déjà 17, 18, 19 personnes qui sont connectées. Olivier, est-ce que tu pourrais remettre le lien, ou pourrais-tu le mettre dans l'espace de discussion, s'il te plaît? Bien sûr, effectivement, je vais le mettre à l'écran comme ça et on va l'ajouter dans l'espace de discussion aussi. Oui, parfait. En faisant à tout le monde. Si vous avez votre cellulaire, vous pouvez aussi scanner le code QR qui apparaît à l'écran si la résolution est assez bonne de votre côté. C'est quelques secondes, ça se stabilise. À noter que là, il y a 36 personnes, donc on pourra commencer avec ces gens-là. Donc, si vous êtes en train d'essayer de vous connecter, vous pouvez toujours vous joindre au questionnaire et répondre donc aux questions 2, 3, 4, là, si jamais vous manquez la première, sans problème. Donc, la première question que je vais vous envoyer, c'est la suivante. Avant la question, pardon, définissons bien ce que j'entends par évaluation formative. Parce que les questions porteront là-dessus. Okay? Donc, évaluation formative, activité réalisée de manière autonome par l'étudiant et n'attribuant pas de points à son bulletin. Donc, tout ce qui est exercice où ce n'est pas l'enseignant qui dicte, comme une phrase trouvée, mettons, qui dit combler le trou avec ce mot-là, mais bien que c'est l'étudiant qui doit réfléchir et trouver la réponse de manière autonome. Ça pourrait être en équipe aussi, mais là, on se concentre sur l'autonome. Et surtout, qui ne compte pas, entre guillemets, qu'il n'y a pas de points au bulletin. Donc, c'est ça ma définition ici d'évaluation formative, ce qu'on appelle généralement des devoirs. Première question, est-ce que vous en proposez des évaluations formatives dans vos cours? À chaque semaine, souvent, de temps en temps ou non? Encore quelques secondes pour les dernières réponses qui entrent. Ce qu'on remarque, du moins la tendance avec les premiers répondants, c'est que tout le monde en propose. Et tout le monde en propose. Près de la moitié des participants ici en proposent à chaque semaine. Plusieurs en proposent souvent et d'autres quand le temps le permet. Ça semble être stabilisé avec 35 réponses. Personnellement, j'en propose, je vous dirais, presque tout le temps, ou je dirais tout le temps, mais hors classe, c'est des trucs qu'ils doivent faire à la maison presque tout le temps, sauf quand il y a un travail pratique là, évalué qui compte. Des fois,
question de pondération du cours, ils n'ont pas de travail à faire à la maison parce qu'ils ont ce travail-là qui compte. Mais sinon, ça donne à peu près 12 semaines sur 15 dans la session où j'en propose. Question suivante. Est-ce que, puisqu'elle n'attribue pas directement de points au cahier de notes, est-ce que vos étudiants complètent ces évaluations formatives? Est-ce qu'ils les font, leurs devoirs? Oh! Ce sont de très bonnes questions. Je vais essayer quelques secondes encore. On avait 35 répondants tantôt. On va essayer d'atteindre le même seuil. Ça semble s'être stabilisé. C'est rare que tous nos étudiants font leurs devoirs, font leurs exercices, leurs travaux formatifs, vu que ça ne compte pas, justement. Je vois en numéro 2 qu'il y a plusieurs profs qui ont un courroux épouvantable. Donc ça, je comprends que c'était peurant pour un étudiant. Et généralement, on le voit, le 61 puis je pense qu'on serait plus nombreux, ça serait à peu près la même chose. Ceux qui sont motivés les font, ils veulent réussir, puis les autres, bof. Moi, je suis en sciences humaines, en géographie, j'ai des étudiants extrêmement motivés qui savent exactement à quoi ils s'en vont dans des métiers hyper passionnants, l'enseignement, le droit, la criminologie, par exemple, ou les relations internationales, la politique, etc. Mais j'en ai beaucoup qui sont là parce qu'ils ne savaient pas quoi faire d'autre. Malheureusement, Sciences humaines a encore cette mauvaise presse de programme d'entrée. Ils sont surpris par la difficulté du programme. Et donc, les devoirs, bof, ils ne les font pas vraiment. Je vous dirais que dans mon cours, quand j'étais à distance, c'était le choix 1. Tous mes étudiants les faisaient tous. C'est le principe que je vous présente aujourd'hui. Maintenant que je suis en présence, je suis pas mal dans le choix numéro 2. Je vous présente les statistiques un petit peu plus tard. Comment les étudiants obtiennent-ils la correction de leurs évaluations? Comment est-ce que vous leur donnez les réponses? Comment est-ce qu'ils savent s'ils ont les bonnes ou les mauvaises réponses? Très bonne question aussi, Olivier. Hein? C'est intéressant. C'est des données très intéressantes. Ma préférée, c'est la prochaine, vous verrez. OK. Intéressant. Déjà, on va laisser les réponses rentrer, mais on voit qu'il y a déjà une variété de réponses. Oui. Pour une variété de profs. On continue à répondre. Je constate que personne n'a fourni aucun corrigé. C'est logique, là, mais ça me fait rire parce que j'ai un cours, moi, cet après-midi tout à l'heure, et c'est un contexte où je n'aurai aucun corrigé pour les étudiants. C'est un cours de classe inversée, donc je passerai le cours avec eux à faire le devoir. Il n'y aura pas de corrigé, je vais juste les commenter au fur et à mesure. Mais pour le sujet qui nous intéresse, l'évaluation formative en cascade, l'objectif et ce que je fais dans mes travaux formatifs que je vous présente tout à l'heure, c'est l'option 1. Mes évaluations se corrigent toutes seules. On s'entend, c'est des évaluations à connaissance déclarative essentiellement. Donc, on ne peut pas corriger tout seul un texte à développement. Mais pour pratiquer, que les étudiants se pratiquent sur les bases de leurs évaluations, c'est quand même pratique. Il faut qu'on puisse ensuite consacrer le temps en classe sur aller un petit peu plus loin. Correction de groupe, c'est assez commun. Personnellement, à chaque fois, félicitations à ces 5 collègues qui ont ce temps-là ou des petits groupes. Et fournir un corrigé aux étudiants en tant que copie ou après l'évaluation sur la question, est-ce que l'étudiant va juste se fier sur le corrigé? Est-ce qu'il fait l'effort intellectuel d'essayer de trouver la réponse? Et ma dernière question pour vous ici, quel pourcentage de vos étudiants qui font les devoirs, les évaluations formatives, les refont une deuxième fois pour s'améliorer? C'est-à-dire, j'ai eu 7 sur 10, je vais le refaire pour essayer d'avoir mieux. Donc, quel pourcentage des étudiants vont refaire un devoir une deuxième fois? Monsieur, je peux avoir une feuille vierge, j'aimerais ça le refaire. Donc, vous remarquez essentiellement, vous pouvez continuer à mettre vos réponses de ceux qui sont encore là-dessus, qu'on est très nombreux à avoir 0% essentiellement de nos étudiants. Donc, personne dans mon groupe va refaire. Pourquoi un étudiant referait son devoir? Donc, il l'a fait, il l'a corrigé, on passe à autre chose. Et c'est tout dans la logique ici de l'apprentissage par l'erreur.
Donc, c'est comme ça que moi, je l'appelle. Je sais qu'il y a d'autres termes là, dans ceux qui sont plus spécialistes que moi en recherche, en pédagogie, mais c'est de se permettre de faire des erreurs et ensuite de retravailler le même concept et se permettre de faire encore l'erreur jusqu'à temps qu'on trouve la solution et qu'on réussisse par soi-même à s'améliorer. Donc, je vois que j'ai des collègues ici très motivés. Je serais curieux de savoir vos techniques, c'est très cool. Mais la majorité, vous êtes dans le 0, 10, 20, donc très, très peu d'étudiants vont refaire une deuxième fois. Dans les exercices que je propose aujourd'hui, j'ai atteint des taux de 100 % d'étudiants qui font 2 fois leur devoir dans des groupes de 25-30 étudiants. Donc, je trouvais ça vraiment intéressant de vous le partager. Donc, ça met fin à notre quiz. Je retourne à l'instant à notre présentation. Vous me confirmer, Mme Perrault, que c'est mon PowerPoint qui est là? Non, moi, ce que je vois, c'est le lien vers le WOCLAP. Parfait. Donc, on a la mise en place? Oui, ce que je vois, c'est oui, mise en place, tout à fait. Avec le joli jeune homme. Exactement. Merci, Oui. c'est pas moi, c'est pas moi. Donc, le plan, rapidement, on va essayer Merci pour vos réponses, d'ailleurs, pour le WOCLAP. Ça me permet toujours de savoir à quel groupe, à quel type de personnes je parle. Donc, merci pour votre participation. Sans vous, évidemment, ça ne fonctionnerait pas. Donc, principe à distance. Je vais passer rapidement sur l'idée d'où elle est venue, parce que cette idée-là m'est venue quand on est tombé en pandémie et en enseignement à distance forcé pour la session, donc à l'automne 2020. Et vers 2021, on est à distance aussi. Et ensuite, on est revenu en présence. Et moi, j'ai des trucs, comme Mme Perrault le disait au début, que j'ai développés à distance. Puis je trouve ça intéressant. Je me dis comment je pourrais répercuter ça en présence. Et j'ai pu comparer les deux. Et finalement, j'ai conservé certaines choses. Et c'est ce que je vous partage aujourd'hui. Pourquoi je l'ai conservé? Bien, partie 2 et 3, en raison de la participation constatée chez mes étudiants qui était très bonne et des rétroactions très positives que j'ai reçues dans les questionnaires que je leur ai distribués. Et on termine avec quelques pistes de réflexion. Donc, première partie à distance. Donc, d'où ça vient cette idée-là d'évaluation formative en cascade? Essentiellement, pour vous mettre en contexte, moi, j'enseigne en sciences humaines, je suis en géographie, et à distance, j'avais un cours, Carte du monde, qui est un cours d'introduction en géographie. Donc, essentiellement, ce sont des étudiants de première année. À l'automne, beaucoup de premières sessions. Et j'avais donc un certain temps pour développer un outil complémentaire. Et donc, parce que j'avais un seul cours, une seule préparation. Donc, quand je développais quelque chose, c'était disponible pour tous mes groupes. Donc, j'avais un certain avantage là-dessus. J'ai été à Lionel-Groux à l'automne 2020. J'étais à Montmorency à l'hiver 2021. 2 cours similaires, pas tout à fait les mêmes termes. Donc, je n'ai pas pu répéter tel quel ce que j'ai fait d'un dans l'autre. Il a fallu que je recommence un peu à Montmorency parce que les thèmes sont différents. Mais la pondération va être un peu différente aussi. 2-1-2 à Lionel-Groux et 2-1-3 à Montmorency. Mais somme toute, ça se ressemble beaucoup. Et donc, on est en pandémie, l'enseignement virtuel est obligatoire à l'automne 2020 et là, ma réflexion est de savoir comment je fais pour garder mes étudiants actifs. Comment je fais, oui, pour m'assurer qu'ils sont présents, mais pour m'assurer qu'ils suivent le cours, alors que je ne suis pas là, comme vous tous, là, démotivé à détecter qui a les yeux bas un peu, à réussir à taper sur l'épaule un peu de quelqu'un ou à lui donner des mots d'encouragement. Vous le savez comme moi, on ne pouvait pas faire ça en pandémie à distance avec nos petites faces ou nos carrés noirs. Et donc, il y avait le but aussi de les aider à s'organiser. Ils sont tout seuls, ils sont à la maison, il n'y a pas un prof qui lui dit « rappelle-toi ça, ça, ça », ils doivent tout faire de manière autonome, ils sont jeunes, c'est difficile. Donc, comment je fais pour les aider et comment je fais pour leur permettre d'évoluer et de constater leurs forces et leurs faiblesses. L'idée ici, c'est vraiment ça, c'est de dire qu'en classe, quand on fait un exercice pendant 15 minutes, je peux me promener, voir des réponses bizarres qui ont été données, m'arrêter à côté de l'étudiant et dire « attention à ça, tel truc, tel truc ». À distance, on leur envoie des devoirs et corrigez-vous, on ne sait même pas les erreurs qu'ils font. Et moi, j'insiste beaucoup avec mes étudiants pour qu'ils essayent des réponses. C'est quand je demande une question X, je pointe n'importe qui, puis je dis « essaye quelque chose. Au pire, tu vas te tromper. » Pourquoi je veux ça? Parce que je me dis, si l'étudiant se trompe, s'il me dit quelque chose, par exemple, il va faire quelque chose de très géographique, stéréotype, ce n'est pas ça qu'on fait en géographie au cégep, mais c'est ça qui est le plus facile à comprendre. Je demande quelle est la capitale de la France. L'étudiant me répond Londres. L'étudiant ne connaît pas la capitale de la France. Si l'étudiant me répond la Tour Eiffel, l'étudiant ne sait même pas c'est quoi une capitale. Donc, en fournissant une erreur, l'étudiant me piste sur comment l'aider et comment aider les autres collègues qui auraient sûrement fait la même erreur que lui dans la classe. Donc, ça, c'est très banal, mais dans toutes vos situations plus complexes, vous comprenez un peu là où je m'en vais. Et donc, à distance, on ne pouvait pas faire ça parce qu'on n'avait pas accès à leurs mauvaises réponses et on ne pouvait pas comme ça les soutenir. Je m'appuie aussi sur Saint-Pierre 2013 qui reprenait Berliner, qui disait essentiellement qu'il y a 5 stratégies pour faciliter l'apprentissage. Est-ce que ça se fait à distance? Est-ce qu'on peut créer des tâches d'études utiles préparées avec soin par le professeur? Oui, on peut faire ça à distance.
Est-ce qu'on peut faire des travaux liés aux apprentissages en classe, le devoir à la maison est lié à ce qu'ils ont appris? Oui, à distance, on pouvait faire ça. Est-ce qu'on pouvait fournir des consignes claires? Oui. Outils disponibles et de qualité, si on était un petit peu outillé en informatique, on pouvait. Les collèges, les conseillers technopédagogiques nous ont aidés aussi à proposer des trucs. Et finalement, est-ce qu'on peut offrir un encadrement conforme et une rétroaction rapide? Non. En fait, de base, non. Le problème à distance, surtout pour ceux qui faisaient de l'asynchrone, donc qui n'étaient pas en direct avec leurs étudiants, puis même en direct devant des petites cases, c'était très difficile d'offrir un encadrement et d'offrir surtout une rétroaction qui est rapide. Et c'est là où ma réflexion m'est venue sur comment je vais faire pour leur offrir une rétroaction rapide, même si je ne les vois pas, je ne les connais pas, puis qui sont des petits carrés dans mon écran. Tantôt, je vous ai dit que je m'appuyais sur l'apprentissage par l'erreur. Je vais vous présenter 2 citations qui sont tirées autour de moi là, récemment. La première de Michael Etu, un enseignant André Laurando, qui a présenté une conférence récemment à Montmorency et qui l'a présenté dans d'autres cégeps aussi, là, à ma connaissance. Et dans ses documents, M. Etu dit que l'étudiant n'a donc pas le droit à l'erreur dans notre système actuel où on évalue tout avec des notes. On ne lui donne pas le temps ni le droit d'apprendre, autrement dit, il doit être bon tout de suite. Mon TP1 à la semaine 3, travail pratique numéro 1, vaut 10 %. Donc, s'il fait des erreurs dans le TP1, il y a 6 sur 10, mais les 4 points qui lui manquent, il les a perdus à jamais. Donc, même s'il s'améliore dans la session, ça, c'est fait. Donc, il ne peut pas se tromper. Aussitôt qu'il y a une évaluation, il doit performer tout de suite. Il ne peut pas donc s'améliorer. Donc, il y a ça qui me tiquait un peu. Et Apprendre à éduquer qui dit l'erreur est généralement plus informative que la réponse exacte dans la mesure où il y a souvent une multiplicité d'erreurs possibles, mais une seule réponse juste. C'est l'idée de la capitale dont je vous parlais tout à l'heure. Donc, en géographie, on ne parle pas de capitale en géographie, là, je vous rassure tout de suite, on n'est pas en secondaire 3, mais c'est un exemple très, très facile pour voir qu'on a besoin des réponses des étudiants pour comprendre leurs erreurs. Ils doivent pouvoir avoir l'opportunité de tester et de se tromper sans être inquiets de se tromper. Donc, c'est ça la réflexion derrière tout ça, le contexte derrière ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, allons droit au but maintenant. Le travail formatif Moodle. Le travail formatif Moodle, qui a eu toutes sortes de noms au fil des 4 sessions, ça, c'est le nom que je lui donne désormais. Pourquoi? Parce qu'il faut aider l'étudiant à lui dire c'est où, parce que sinon, il ne savait plus trop quoi faire où. Ce sont des exercices à correction automatisée avec un seuil minimal élevé. Si jamais vous connaissez un peu Moodle, mais que vous ne savez pas ce que je vais vous présenter aujourd'hui, vous ne savez pas comment le faire, à noter, c'est une option qui s'appelle le suivi d'achèvement. Donc, suivi d'achèvement, c'est dans les paramètres généraux d'un cours. Okay, votre conseiller éthique au collège pourra vous aider, mais en gros, c'est des boutons qui n'existent pas dans la version de base de Moodle, mais dont tout le monde a accès. Il faut juste aller cocher suivi d'achèvement, je le veux en oui. Et là, ça permet essentiellement de rendre certaines activités accessibles seulement quand une précédente a été réussie ou complétée. Et vous décidez c'est quoi ça, compléter. Donc, en gros, moi, dans ce cours-ci, comment j'ai fonctionné quand j'étais à distance, là, je commençais par l'exemple à distance, j'ai fait une séquence ici schématisée qui explique un peu comment mon cours était à distance. Et là, si je ne m'abuse ici, j'ai un pointeur. OK. Donc, moi, en fait, comment je fonctionnais à distance à l'automne 2020, hiver 2021, je fonctionnais par capsule vidéo pour les contenus principaux. Par contre, à chaque semaine, je faisais une période synchrone, donc entre 45 minutes puis 1 heure. Donc, moi, j'ai un cours de 3 périodes, qui est 2-1-2 ou 2-1-3, donc 2 périodes en classe, une période d'activité normalement. Et donc, l'idée, c'était une capsule vidéo qui durait entre 35 et 60 minutes. Considérant que l'étudiant fait pause souvent pour prendre des notes, on se dit que ça dure à peu près 2 heures. Et la dernière heure, je la passais avec eux en synchrone en classe. Donc, selon les vidéos et selon l'enseignement synchrone que j'avais fait, des fois en synchrone, soit qu'on faisait des retours sur les vidéos, des fois j'ajoutais des compléments. Je garde ça si vous l'aviez vu en vidéo, mais voici, je vous l'enseigne en direct. Ils avaient par la suite un travail formatif, donc un quiz en ligne, auquel ils devaient répondre. S'ils réussissaient ce quiz, ils avaient accès à mon PowerPoint, qui est très imagé généralement, pas beaucoup de notes de cours, mais ils avaient quand même accès à un certain support visuel que plusieurs apprécient avoir. Donc, c'est un peu la carotte là, pour les attirer. Mais à distance, j'avais aussi le bâton, c'est-à-dire que s'ils devaient réussir le travail formatif à 90 %. Donc, la note devait être de 90 % pour que les vidéos de la semaine d'après soient accessibles. Donc là, c'était très restrictif. Là. Vous êtes en classe, vous voulez assister au cours de la semaine 5, vous devez absolument avoir réussi les devoirs de la semaine 4 et pas juste réussi avec un haut pourcentage. Au début, j'étais à 85, je me suis rendu compte que 90, c'était tout à fait jouable. Comment? En permettant une évaluation, je reviendrai tout à l'heure, mais à tentative illimitée. Donc, il échoue au premier coup, il le recommence, il le refait, il recommence.
et avec un coup de main, c'est-à-dire qu'à chaque nouvelle tentative, les réponses précédentes sont encore là. Il n'y a plus rien qui indique ce qui est bon, pas bon, mais les réponses sont là. Donc, l'étudiant n'a pas à recommencer du début toutes ses bonnes réponses parce qu'il manque 1%, par exemple. Et donc, les étudiants atteignaient 90%. Ça débloquait les capsules la semaine d'après. Donc, quand j'activais les capsules la semaine 5, ceux qui avaient fait leur devoir, y avaient accès tout de suite. Les autres devaient faire le devoir. Et ainsi de suite, d'une semaine à l'autre, jusqu'à arriver à l'examen. Et quand on est arrivé à l'examen, eh bien, ils devaient avoir réussi le travail formatif numéro 6 avec la note de 90% pour que l'examen soit accessible. Et donc, l'examen, c'était sur Moodle. Ça se faisait à la période du cours. Il ouvrait à telle heure, il fermait à telle heure. Et si tu veux avoir le 2h30, par exemple, qui t'est permis pour l'examen, bien, assure-toi que ton devoir de la semaine 6 est fait. Comme ça, ton examen va être accessible à la bonne heure. Sinon, tu devras finir ton travail formatif numéro 6, tu vas perdre du temps et il te restera juste 1h30 ou 1h15 pour faire ton examen. La réflexion derrière tout ça, c'était vraiment de dire, est-ce que l'étudiant n'est compétent que s'il a une bonne note à l'examen? Et ma réponse, c'était non. Parce que c'est pour être chanceux, ils sont à distance, les caméras sont fermées, ils pourraient tricher pour avoir toutes sortes d'autres raisons. Et donc, l'étudiant est compétent si, pendant 7 semaines, il a réussi à travailler des devoirs, à trouver toutes les bonnes réponses, 90% des bonnes réponses des devoirs que je lui donne, et qu'en plus, il a réussi l'examen avec des questions un petit peu plus complexes, questions de développement, des choses comme ça, bien là, oui, l'étudiant est compétent. Donc, s'il a réussi tous ces devoirs-là, même s'il a pris 8 tentatives, s'il a eu 90%, c'est qu'il a fini par trouver les réponses, il a fait l'effort, il a travaillé, il a cherché, il a demandé à des gens autour, bien, il est devenu compétent dans mon domaine. Je faisais une coupure, que l'examen ne permettait rien par la suite, et j'ai repris la séquence semaine 8 à 14 pour l'examen de la semaine 15. En fait, l'examen de la semaine 14, là, il y avait une semaine de moins à l'automne. Sur Moodle, ça c'est possible grâce aux options de Moodle, j'en parlais tantôt, que dans la formation ici, dans le webinaire, pardon, je ne fais pas de technicalité Moodle, là, mais je vais quand même vous présenter à quoi ça ressemble. Donc, j'ai fait des captures d'écran de ma page Moodle, ça c'est l'automne 2020, je me rappelle bien, où les travaux formatifs s'appelaient juste des travaux formatifs TF. Donc, le travail formatif obligatoire TFM5, donc le travail 5, devait être réussi pour débloquer l'exercice d'aide à la prise de notes. Donc, l'étudiant devait télécharger le PDF pour savoir quoi prendre en note en regardant les vidéos. Ici, on voit que les capsules d'enseignement de la leçon 6 ne sont pas disponibles, sauf si l'exercice de la prise de notes a été téléchargé. Donc, il fallait qu'ils téléchargent le PDF pour avoir accès aux vidéos. Et par la suite, une fois qu'ils ont vu les vidéos, le test formatif numéro 6 se débloquait. Donc, il était bloqué jusqu'à ce que les vidéos soient marquées comme achevées, donc il a visionné les vidéos. C'était juste qu'il a cliqué sur le lien. En supposant que l'étudiant qui a cliqué sur le lien a visionné les vidéos. Sinon, ils ne seront pas capables de répondre au test de toute façon. Et on voyait ici que l'examen 1, qui est un test aussi, mais dont le résultat comptait au bulletin, était disponible seulement si le travail formatif numéro 6 était marqué comme achevé. Donc, il devait avoir réussi le numéro 6 pour que l'examen soit accessible, que le lien ici soit cliquable. Réussi, il y avait un petit paramètre qui disait cet examen est réussi s'il a 90%, essentiellement. Le contenu d'un test, quant à lui, ressemble à peu près à ça. Pour ceux qui sont à l'aise avec Moodle, vous allez reconnaître. Les autres, je vous fais un petit résumé rapidement. Donc, on a les questions. Moi, j'avais mis 2 descriptions au début pour vous dire à l'étudiant. Là, on parle du travail formatif. Donc, on ne parle pas de l'examen. Il y a des. N'oublie pas d'essayer tes réponses, n'oublie pas de lire les rétroactions, n'oublie pas qu'il faut que tu joues avec ta fenêtre, des choses comme ça. Et à droite, vous avez le portrait. Donc, il y avait 4 questions sur l'Asie, 5 sur la Chine et à peu près 7 là, sur l'Inde. Quand on rentre dans les questions, l'étudiant, en format formatif, a la question et doit mettre ses différentes réponses et il a accès au bouton « Vérifier ». Quand il clique sur « Vérifier », ça lui dit immédiatement qu'est-ce qui était bon ou pas bon. Je donne un exemple ici. Ça, c'était pas bon, ça, c'était bon, c'était pas bon, pas bon, pas bon, c'était bon, etc. Donc, si je reviens en arrière, à droite, une fois qu'il a cliqué sur « Vérifier », le petit rectangle change de couleur. Et vous voyez, la 1, il ne l'a pas réussi. La 2, il l'a réussi. 3 et 4 ont été réussis partiellement. Donc, par exemple, comme celle-là ici, il avait eu 2 sur 6, ça virerait jaune. Et il a comme ça un portrait de sa progression dans son test. L'étudiant a aussi accès à des rétroactions. Et ça, le prof doit les prévoir, évidemment. Et moi, dans certaines questions, je m'attends à ce que l'étudiant se trompe. Donc, ici, par exemple, lequel des pays suivants est en Asie du Sud? Il y a 4 réponses. La bonne réponse, c'était D, mais je m'attends à ce que beaucoup d'étudiants choisissent C. Puis dans l'enseignement, j'ai expliqué la différence entre les deux, par exemple. Et donc, j'ai planifié une rétroaction pour expliquer à l'étudiant que je mal choisi sa réponse, pourquoi sa réponse n'est pas bonne. Parce qu'elle n'est pas tout à fait fausse dans ce cas-ci. Même chose pour là, ici, même une rétroaction a une bonne réponse. Donc, il y a eu la bonne réponse, mais mettons que ce serait un hasard, ou mettons qu'il sait, mais pas trop. J'ai enchéri
renchérit, oui, avec une formulation qui dit oui, bravo, tout à fait, c'est bon parce que telle raison. Donc, les rétroactions, tantôt, je reviens à Saint-Pierre au début, qui disait comment on fait pour offrir une rétroaction immédiate. Bien, ça, c'est un exemple. L'étudiant, qu'il se trompe ou qu'il est bon, il obtenait une rétroaction sur sa réponse. Et donc, ce que moi, j'aurais dit en classe normalement à une bonne ou une mauvaise réponse comme celle-là. À la fin, vous voyez ici, là, des bonnes, des mauvaises réponses, etc., l'étudiant termine le test et il obtient une note. Donc, dans ce cas-ci, l'étudiant a obtenu 7 sur 10, 70 %. Et là, j'ai prévu un petit message qui dit bravo, tu as eu 60 %, mais il te faut plus. Et donc, à ce moment-là, l'étudiant a deux choix. Il peut aller relire son test, donc revoir tous les crochets, les X, qu'est-ce qu'il y a eu bon, pas bon, pour essayer de retrouver ses erreurs. Et par la suite, il va effectuer de nouveau le test. Et donc, il fait une deuxième tentative. Comme je vous disais tout à l'heure, est-ce que mes étudiants font le devoir deux fois? Bien, s'ils n'ont pas eu 90 % la première fois, la majorité, oui. Surtout à distance, il n'y avait pas le choix. Et donc, quand ils refont une tentative, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce qui est en gris ici, ça veut dire qu'il y a des réponses. Est-ce qu'elles sont bonnes, pas bonnes? On ne lui dit pas. Il faut qu'il s'en rappelle, il faut qu'il ait pris des notes, il faut qu'il ait cherché, il faut qu'il ait relu sa tentative, il faut qu'il y ait quand même un certain effort intellectuel de leur part. Et donc, s'il y a les 6 réponses qu'il avait fournies tout à l'heure, bien, il faudrait qu'il ait pris en note lesquelles étaient bonnes et pas bonnes. Ce qu'ils m'ont dit qu'ils faisaient, c'est qu'ils prenaient en photo leurs questions là, pour essayer de voir les bonnes ou mauvaises réponses. Ça, on n'a pas trop de contrôle là-dessus aujourd'hui. Mais essentiellement, ils ont fait un effort. Okay? Ils ne vont pas juste réessayer au hasard. Et donc, ils vont corriger leurs réponses, refaire vérifier. Ça va leur dire qu'est-ce qui est bon, pas bon, et ainsi de suite pour un nombre de tentatives illimité. Tentatives illimitées, c'est important parce que c'est ce qui permet à l'étudiant de s'améliorer. Et là, je vais vous donner des exemples de tentatives illimitées. J'ai ici une étudiante à l'automne 2020 qui a fait 3 tentatives. Vous voyez, 1, 2, 3. Et ça, on a accès à ça en tant que prof dans Moodle. Le seuil est de 9 sur 10, on est à la semaine 10. Et on voit que la première tentative, elle a pris 24 minutes pour la faire, un temps quand même raisonnable pour un devoir. À la deuxième tentative, on voit qu'elle s'est améliorée dans ces questions-là. Okay, donc, elle a amélioré son score, mais les questions ici, elle les a eues bonnes, mais les 2 dernières, elle a amélioré, mais elle ne les a pas eues au complet. Ça lui a pris 2 minutes, 3 minutes à peu près. Et ensuite, elle a reparti une troisième tentative. En même pas une minute, elle s'est dit, ah ben là, OK, là, j'ai compris, j'ai mes réponses. Et elle a obtenu son 9,25. Elle s'est arrêtée là. Au total, cette étudiante-là a pris un total d'à peu près 28 minutes. C'est quelque chose qui est très raisonnable. Ça variait beaucoup, évidemment, d'un étudiant à l'autre. Deuxième exemple. Deuxième exemple, ici, étudiante DSG en l'hiver 2021. On est à la semaine 6. Elle a besoin de 9 sur 10. Elle a fait 11 tentatives. C'est peut-être petit à l'écran, mais j'essaie de vous décrire ce qui en est. Donc, elle a commencé ça le 18 mars. Elle a eu 4,2. Elle se réessaie, elle monte à 6,4. Elle se réessaie, elle monte à 8,2. Elle se réessaie, elle monte à 8,4. Elle se réessaie une nouvelle fois et elle corrige des erreurs. Elle arrive à 9,4. Elle obtient son 9 sur 10. Mais elle, cette étudiante-là, n'est pas satisfaite parce que le point 6 qui lui manque, les erreurs qu'elle a, elle veut savoir la réponse. Fait qu'elle se réessaie un autre coup, elle monte à 9,8. Puis là, elle a dû rager un peu. Fait que là, elle s'est réessayée en 1 minute. Elle a fait 9,8 encore. Elle ne l'a pas eu. 47 secondes, elle ne l'a pas eu. En 30-23 secondes, elle ne l'a pas eu. En 34 secondes, elle ne l'a pas eu. Puis là, elle s'est dit, OK, je vais me calmer. Je vais faire une petite recherche. Je vais fouiller dans mes notes. Je vais faire l'étude. Elle a pris un petit 5 minutes. Elle a trouvé la bonne réponse. Et là, elle l'a eu. Et elle s'est arrêtée, évidemment, à 10 sur 10 avec tout bon. Donc, ce que je trouvais vraiment intéressant dans cet exemple-là, c'est que le seuil de 90, c'est un objectif ambitieux pour plusieurs, mais ce n'est pas suffisant pour certains. Et ça, ce n'était pas une étudiante première de classe, bolée, etc. C'est une bonne étudiante, motivée, intéressante, mais qui était déterminée, persévérante. Et je trouvais vraiment intéressant de voir ici sa persévérance, malgré le fait qu'elle avait réussi le 9,4. Combien de temps elle a pris, on ne le sait pas. Vous avez ici des temps utilisés de 21 heures puis de 2 jours. Dans Moodle, quand on laisse un test ouvert, bien, le chronomètre continue, on peut fermer l'ordi, le test reste ouvert. Et quand l'étudiante se reconnecte, elle retourne dans son test, elle revient à la question où elle l'avait laissée, et elle peut comme ça continuer, un peu comme une feuille de papier qu'elle aurait laissée sur son bureau pendant 2 jours. Quand elle reprend la feuille, ce qu'elle avait écrit était encore écrit, évidemment, et elle continue son devoir. Donc, Moodle, c'est la même chose. Nombre de tentatives. Brièvement, au niveau statistique, en gros, pour chacun des tests que j'ai faits, vous voyez, j'ai une moyenne pour les étudiants autour de 3 tentatives à l'automne 2020 à peu près. Donc, c'est les colonnes rouges qu'on regarde ici. À l'hiver 2021, j'avais mis les TFM un peu plus corsés. Donc, comme c'était ma deuxième fois, j'avais ajouté des questions, j'ai complexifié un peu les affaires. Donc, j'ai une moyenne autour de 4 à 5 tentatives pour atteindre le 90 %. Je dis ça, c'est pas vrai. 4 à 5 tentatives faites par les étudiants. Donc, l'exemple tantôt qui avait dépassé le 90, qui en a fait 11, bien, dans ces mesures-là, elle est comptée comme 11. Okay? Donc, les étudiants ont refait les devoirs en moyenne 4 à 5 fois chacun. Tantôt,
je vais aller toujours à la question, est-ce que les étudiants le font 2 fois? Bien, moi, ils le font 4 fois, 5 fois ou plus, leur devoir. Maintenant, on vire à présence. En présence, je ne vous expliquerai pas tout le concept, mais la réflexion était que j'avais un bâton très fort à distance parce que si tu ne les fais pas, tu n'as pas accès à l'examen. Et donc, si tu ne les fais pas, tu échoues le cours automatiquement. En présence, je ne vais pas me planter dans la porte en bodyguard et dire, toi, devant tes TFM, tu ne rentres pas dans le local. Je ne peux pas faire ça. Puis ça ne me tente pas de faire ça de toute façon. Donc, en présence, là, j'étais à Montmorency les 2 sessions et je me suis demandé comment je vais faire. Je vais l'essayer. Je vais dire, regardez, c'est un devoir qui va vous aider. À chaque début de cours, sur mes nouvelles et rappels, j'avais une petite mention, puis j'insistais sur le fait que pour être à jour dans le cours, vous devez être rendu au travail formatif numéro 4. Le numéro 8 devrait être fini, et ainsi de suite. Donc là, j'ai pris des exemples de diapositives là, que j'utilisais à l'automne ou à l'hiver dernier. Et donc, un petit rappel comme ça pour les étudiants d'aller faire les tests en ligne. Mon principe a dû changer par contre. Comme je ne pouvais pas obliger l'étudiant à faire les tests, et là, j'enseignais en classe. En classe, je fournissais les exercices papier qu'on faisait en classe ou qui étaient à faire en devoir. Et ce que j'ai enseigné, ce qu'il y a sur l'exercice, je m'en sers pour créer les tests en ligne. C'est quoi ma carotte? C'est les diaporamas. Donc, le PowerPoint que certains étudiants aiment avoir, je le rends disponible si vous réussissez le travail formatif. Pourquoi j'ai fait ça? L'idée, c'est qu'il ne faut pas que l'étudiant ait l'impression qu'en allant juste sur Moodle, il n'a plus besoin de venir en classe. Donc, il doit aller sur Moodle pour avoir accès au PowerPoint. Il ne peut pas juste télécharger PowerPoint et répondre aux questions grâce au PowerPoint. De toute façon, mon diaporama n'a pas vraiment de note de cours. Je suis quelqu'un qui écrit beaucoup au tableau, mais PowerPoint, c'est beaucoup des images. Les 90 ne donnent pas accès à la classe, comme c'était le cas tantôt, mais bien au travail formatif suivant. Donc, si l'étudiant veut se pratiquer avant l'examen sur le 6, bien, il doit avoir réussi tous les précédents d'abord. Et quand j'arrive à l'examen, évidemment, je ne pouvais pas empêcher l'étudiant de faire l'examen, mais j'ai préparé un bonus, une feuille des sujets à l'examen, qui résume ce qu'on a fait en classe, donne une certaine piste à l'examen des questions de ce type-là, de ce type-là. Donc, en classe, je la présente. Je l'avais tantôt entre les mains, mais je la présente comme ça en avant. J'avais accès à cette feuille-là en PDF si vous avez réussi votre dernier travail formatif Moodle. Et on recommence après l'examen. C'est assez incitatif. Les étudiants aiment ça, avoir une feuille de préparation à l'examen. Je ne suis pas obligé de fournir ça. Essentiellement, je fais juste résumer les grands thèmes de leurs notes de cours. Ce n'est pas des notes de cours, mais ça les encourage, ça les aide et ça les motive donc à faire leurs devoirs. Et moi, je me dis, ce n'est pas tant la feuille qui va les aider à l'examen que le fait de faire les travaux formatifs. Donc, s'ils répondent à tous les devoirs à plusieurs reprises et qu'ils obtiennent au moins 90 dans tout ce que j'ai mis en ligne, bien, la feuille, après, c'est secondaire. Ils vont être outillés pour réussir leur examen. Exemple ici, quand je disais tantôt que je ne veux pas que les étudiants s'empêchent de venir en classe et ne fassent que les tests en ligne, j'ai des questions comme ça dans mes tests en ligne. Prenez la feuille, l'exercice formatif S4, la feuille que je vous ai donnée en classe à la semaine 4, et écrivez une de vos 2 réponses de la question A1. C'était 2 pays. Et j'ai posé une question sur la mortalité ou quelque chose comme ça. Et il y avait 2 pays possibles. Sur la feuille, ils ont écrit 2 réponses. Non, c'est un conflit, je pense, entre 2 pays, peu importe. Et ici, il y a 2 réponses possibles. L'étudiant doit en mettre une des 2. Mais l'étudiant qui n'est pas venu en classe, l'étudiant qui n'a pas la feuille papier parce qu'il n'était pas là, il arrive devant cette question-là puis il n'a aucune idée quoi écrire. Il ne sait même pas que c'est un pays qu'il faut mettre. Donc, l'étudiant doit participer au cours. Ça, c'est un exercice complémentaire au cours. Il ne peut pas juste faire ça. Donc, l'étudiant qui fait juste ça a vraiment l'impression qu'il a manqué quelque chose et donc il ne va pas s'absenter des prochains cours, je présume, en se disant que les travaux formatifs Moodle vont lui suffire. Qu'est-ce que ça donne en ligne? Essentiellement, ici, vous voyez un étudiant qui a accès au test formatif numéro 8. Donc, il peut cliquer dessus pour le faire. Et en fait, lui, il a été réussi, pardon. J'ai mis un petit message comme quoi il a été réussi. Donc, le test formatif numéro 10 est accessible. Il est bleu, il est cliquable. Mais comme il n'a pas été fait encore, eh bien, l'étudiant n'a pas accès au 11, donc, parce que le 10 n'a pas été fait, n'a pas accès au 12 parce que le 11 n'a pas été fait. Et ce qui est intéressant ici, c'est que l'étudiant, on est rendu à la semaine 14, par exemple, et lui veut se rattraper parce que l'examen s'en vient. Il peut tout à fait le faire. Il peut tout à fait le faire de manière autonome chez lui le dimanche soir. Et donc, il peut faire ça n'importe quand et faire son 13, faire son 14 et débloquer la feuille du bonus final à l'examen en ayant fait le 14 à n'importe quel moment. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que le prof soit à son bureau pour pouvoir récupérer la feuille ou lui remettre une copie ou quoi que ce soit. Ça se corrige tout seul. Les accès se débloquent tout seul. Et ce n'est pas quelque chose qui est très complexe à programmer. C'est juste de dire, bien, ça, c'est réussi pour telle condition. Puis on va dans l'autre et on dit, bien, ça, c'est accessible si l'autre a été réussi. Essentiellement, c'est ça qu'il faut faire. Encore une fois, tentative illimitée, je donne 2 exemples pour des étudiants qui étaient en présence. On se rappelle, on est rendu en présence. Premier exemple,
mon étudiante ici, un exemple que je trouve intéressant, elle avait eu 5,1, ensuite 6,6, 7,2, 8,3, 8,9 et finalement 9,1. Tout ça a pris environ 20 minutes, quelque chose comme ça, 23 minutes que j'ai dit. Donc, elle a commencé à 16h24 un 23 mars et elle a terminé à 17h07. Donc, en un peu plus d'une demi-heure, de 3/4 d'heure, elle a atteint 9,1 en se corrigeant sur plusieurs volets. Ce qui est intéressant avec cette étudiante-là ici, par contre, c'est les deux tentatives d'en bas. Donc, ici, elle a son 9,1. Puis après, elle tombe à 8,3 puis 8,6. C'est quoi la particularité? C'est qu'ici, on est à la semaine 8, on est le 22 mars. L'examen, dans lequel les notions de la semaine 8 sont vérifiées, a lieu le 17 mai. Et on remarque qu'elle a réouvert le test le 16 mai, qu'elle l'a visiblement recommencé parce qu'elle a un moins bon résultat. Parce qu'elle a demandé à quelqu'un d'effacer ses réponses, puis elle les a refaites. Et donc, c'est vraiment intéressant. Une étudiante comme ça, c'est servi des TFM. Moi, ce n'était pas prévu pour ça. Mais c'est servi des TFM pour repratiquer les notions de base, puis compléter peut-être ses notes de cours. Donc, il y a eu un trou entre les deux. Et comme c'est accessible en tout temps, elle s'est permis de le refaire 2 mois plus tard, en se préparant à l'examen, à une heure tout à fait raisonnable, vous conviendrez avec moi, 23h11 à 23h26, la veille de l'examen final. C'est classique. Deuxième exemple ici. Je l'ai donné l'exemple tantôt qui avait été laissé ouvert, mais d'un étudiant à la semaine 8 toujours, qui a fait le TFM 8 à la semaine 15. Je vous rappelle, l'examen était prévu pour le 12 mai. Donc, lui a commencé son 8 le 10 mai. Donc, lui n'a rien fait pendant 1 mois et demi. Puis là, 2 jours avant l'examen, il a dit, il faut bien que j'efface. Puis, dis-moi le faire. Là, ce qui est arrivé à un moment-ci, c'est que le 10 mai, quelque chose comme ça, on a déclaré la panne. Donc là, il a tout arrêté. Il y a eu une panne informatique majeure à Montmorency. Tout a été débranché. Moodle restait accessible, par contre. Mais l'accès était plus difficile et l'examen, surtout qui était prévu pour le 12, a été reporté au 24, parce que le cégep a été fermé le 12. Comme l'examen a été reporté, l'étudiant a tout arrêté, puis il s'est repris 3 jours après pour compléter, puis aller chercher sa note et éventuellement faire le 9, le 10, le 11 et ainsi de suite, avant le 24 mai. Statistique intéressante ici, tentative. Et là, parenthèse, je me rends compte que le temps avance vite, donc je vais garder, s'il y a des questions, je vais les prendre seulement à la fin, okay, au lieu de prendre des de questions en milieu là, pour pouvoir libérer ceux qui ont des cours à donner tout à l'heure. Et donc, en présence, vous voyez, en moyenne, j'ai une moyenne de 4 à 5 tentatives selon le travail formatif. Ça, on est à l'automne 2021. Donc, c'est des moyennes qui sont plus hautes que ce que j'avais à distance. Donc, les étudiants en font plus. Il y a peut-être moins d'étudiants qui le font, mais ceux qui le font plusieurs tentatives. Il faut dire que mes questions sont un peu plus corsées, peut-être aussi, vu que je les avais en classe et donc je me suis permis d'aller un petit peu plus loin. Hiver 2022, on a des moyennes aussi entre 4 et 5 avec 2 particularités, une moyenne de presque 10, une moyenne de 15-16. Il y a des valeurs extrêmes ici qui influencent les moyennes. Mais je me sers de ces valeurs extrêmes-là pour vous donner un exemple assez parlant, je trouve, quand je vous ai dit tentative illimitée. À un moment donné, une étudiante qui m'écrit par Teams, qui me dit « Monsieur, là, ça fait 10 fois que je fais le test, je ne trouve pas la réponse, je suis découragé, qu'est-ce que je peux faire? » Là, moi, j'ai accès à sa tentative, donc je peux aller voir ce que l'étudiante a fait. Donc, je vois ses erreurs, ce que je vous disais au début, et je vois qu'est-ce qu'elle a répondu. Des fois, c'est une faute de français, puis Moodle ne l'a pas pris, c'est niaiseux, c'est facile à corriger. Des fois, ça nous permet de mieux orienter notre réponse à l'étudiante parce qu'on peut voir qu'est-ce qu'elle a répondu à toutes ces questions en direct à l'heure qui nous convient. Et donc, l'étudiante, je vais voir, et finalement, elle n'a pas fait 10 essais, elle en a fait 2. Je peux répondre un peu d'effort, s'il vous plaît, de persévérance, essayez quelque chose, je vais vous donner des indices, choses comme ça. Une autre fois, l'étudiante me dit, là, monsieur, elle m'écrit ça, ça fait 60 fois que je fais le test, je suis découragé, je ne sais pas quoi faire, ça n'a pas de bon sens, c'est pas correct, une petite plainte sympathique. 60 fois. Bon, elle l'a peut-être fait 7-8 fois. Puis là, je suis allé voir sa tentative et elle l'avait fait 60 fois. 61 pour être exact au moment où elle m'a écrit. Ça faisait 61 tentatives qu'elle faisait dans le même test. Je vous rassure, c'est un peu de ma faute. La question 8 ici, c'est une feuille papier en classe et je l'avais tournée de façon à ce que la réponse, il y avait des étapes à faire, puis c'était bien compliqué de trouver toutes les bonnes réponses. Bon. Je vais corriger ça la prochaine fois, là, c'est l'hiver dernier. Mais elle a quand même pris la peine de l'essayer 60 fois avant de m'écrire. Là, j'ai dit, ben oui, là, regardez, je m'en ai rendu là, j'ai donné des réponses, ou en tout cas, je l'ai orienté fortement pour qu'elle trouve les réponses elle-même. Puis ça lui a pris 3-4 essais pour le faire. Puis à 65, elle a eu son 9,8, puis elle était contente, puis elle a arrêté, puis je la comprends. Mais quand même, on a vu que cette étudiante-là, le test l'a fait persévérer beaucoup, beaucoup. Trop, à mon avis. Il a fallu qu'elle m'écrive après 12 fois, c'était bien assez. Puis après, je me suis questionné, puis j'avais vu un autre étudiant qui en avait fait 25 tentatives, puis un autre qui en avait fait 14. Puis un autre... Donc, il y a beaucoup d'étudiants qui utilisent ça à forte fréquence. Et donc, quand on compare en rouge le nombre de tentatives pour les étudiants qui ont réussi
à distance, en rouge, versus en présence, grosso modo, ce que ce diagramme-là nous montre, c'est qu'en présence, les étudiants ont fait plus de tentatives. Donc, il y avait une certaine motivation à réussir, même si c'était facultatif. On est d'accord que c'était facultatif. À distance, ils étaient obligés de les faire pour avoir accès à l'examen. En présence, c'est un devoir, c'est de l'aide, c'est de la pratique, en fait. C'est sûr qu'en classe, j'insiste beaucoup sur le fait que ça va les aider, mais ça reste que c'est facultatif. Ceux qui ne le font pas ont quand même accès à l'examen, puis je ne les mets pas dehors, puis je ne les blâme pas, puis je ne les critique pas, puis ils peuvent avoir une bonne note s'ils sont forts, il n'y a pas de problème. Au niveau de leur participation, on vient d'en parler un peu. Donc, en gros, ici, ce que vous avez, à distance, on a à peu près 100 des étudiants que je qualifie de actifs. Donc, j'ai enlevé ceux qui ont abandonné le cours en cours de route. Donc, 100 des étudiants faisaient les tests. Évidemment, c'était obligatoire. Mais là, ce qui nous intéresse, on est revenu en présence tous et chacun dans nos cégeps. Ce qui m'intéresse, c'est plus l'équivalent en présence. Ici, ce que vous avez, c'est pour 5 groupes à l'hiver dernier. J'avais 5 groupes du même cours. Et là, le pourcentage d'étudiants actifs à la fin de la session qui avaient fait les travaux formatifs 0, qui s'appelait essentiellement « As-tu lu ton plan de cours? » C'était des questions du genre « Combien vaut l'examen? C'est quoi la date de l'examen? » Puis l'idée, c'était de les forcer à avoir le plan de cours. Donc, j'avais un test en ligne où je leur posais des questions. C'est quoi le livre obligatoire pour le cours? Parmi un choix de réponse, des choses comme ça. 1, 2, 3, 4, 6, l'examen 1. Ensuite, de 8 à 14 et l'examen final qui est ici à la fin. On voit évidemment que plus la session avance, plus ils sont surchargés, plus ils ont de devoirs de travaux. Donc, moi, plus j'ai un nombre plus faible de proportion d'étudiants qui les ont fait. Quand on regarde la courbe qui descend, on est un peu découragé. Par contre, moi, je regarde les valeurs. Et les valeurs, c'est que sur 12 travaux formatifs, je vous rappelle, non obligatoires, facultatifs, 11 sur 12, j'ai 54 de mes étudiants, tous groupes confondus, qui ont fait tous leurs devoirs avec, je vous rappelle, une note réussie de 90 %. Je trouve ça énorme. Et j'en ai 38 donc plus d'un sur 3, qui a fait tous les travaux formatifs. Ça, je vous rappelle, le dernier est un peu compliqué. Il fallait avoir le tricky là, avec mon étudiante qui a fait 60 essais. J'en ai 38 qui se sont rendus là. Donc, 38 de mes étudiants qui font tous leurs devoirs en atteignant une note de 90 ou plus. Moi, je trouve ça vraiment gagnant comme stratégie. J'ai l'impression que ça vaut la peine de l'avoir fait. Ce n'est pas 2-3 bolés très forts qui sont un peu bizarres. Pas bizarres, mais pas bizarres dans le mauvais sens, bizarres dans le bon sens du terme, hors norme, exceptionnel, très, très bon. Non, 38 c'est beaucoup de monde. Et ça permet aussi beaucoup d'interaction avec le prof. Parce que quand ils se trompent, ils sont forcés à me poser des questions, alors qu'avec un devoir papier, ils ne penseraient pas à me poser des questions ou ils n'oseraient pas. Statistique que je trouve intéressante ici sur la participation, dans un questionnaire que je leur ai distribué, je leur ai demandé 2 questions. Une question, c'était « Es-tu satisfait de tes résultats? » Et ça, on est à la semaine… je l'ai-tu écrit la semaine? C'est à la fin de la session, je pense. Et donc, es-tu satisfait de tes résultats? Je ne demandais pas, as-tu eu des bonnes notes, mauvaises notes? Es-tu satisfait? Il y en a qui ont eu 60 qui sont satisfaits, d'autres qui ont eu 80 qui ne sont pas satisfaits. Et à quel point, qu'est-ce que tu as fait pour les TFM? Donc, est-ce que tu les as fait chaque semaine? Tu les as fait en rattrapage? Tu les as gardés avant l'examen ou tu ne les as pas faites? Et on voit une corrélation assez forte. Là, quand je regroupe avec un qui carré, j'ai une corrélation assez forte où les étudiants qui sont déçus de leurs résultats sont les mêmes qui me disent qu'ils ne les ont pas faites ou qu'ils les ont gardés avant l'examen. Alors que ceux qui ont fait leur TFM ont des résultats qui sont contents ou acceptables. Donc, je voyais un lien très fort ici entre ceux qui les font et ceux qui sont satisfaits. Et ça me permet aujourd'hui d'insister beaucoup auprès des étudiants en classe en leur disant, par exemple, n'oubliez pas, vous devez faire un travail formatif cette semaine, on est semaine 6, donc travail formatif 6. Est-ce que ça compte? Je rappelle que ça ne compte pas. Par contre, ces étudiants qui les font ont des meilleures notes à l'examen. Donc, ça compte d'une certaine façon. Il n'y a pas de point attribué directement, mais si ça vous permet d'avoir une meilleure note à l'examen, c'est comme si ça comptait. Donc, c'est un peu mon discours que je fais en classe pour essayer de les motiver à les faire. Ça semble fonctionner pour plusieurs d'entre eux. Dernier segment, la rétroaction des étudiants. Dans la dernière année, moi, je terminais mon diplôme d'études supérieures spécialisées en enseignement collégial au DESS et dans le cadre de mon dernier cours, un cours tutoral là, sous la supervision de Mme Julie Roberge, que vous connaissez peut-être, là, qui est très, très active dans notre milieu. Ça faisait partie de mon projet final, c'est-à-dire d'essayer de concrétiser tout ça pour en venir à compiler des statistiques, questionner les étudiants là-dessus, etc. Et moi, à toutes les fins de session, depuis des années, j'envoie des questionnaires de rétroaction aux étudiants sur ce que je pourrais améliorer, ce que vous avez aimé, pas aimé, j'ai essayé ça, vous aimez ça, etc. Et donc là, dans ces questions-là, j'ai intégré des questions sur les travaux formatifs Moodle et je sors quelques résultats de rétroaction ou de commentaires que les étudiants ont fournis. Tout d'abord, quand j'étais à distance, je demandais aux étudiants, est-ce que la séquence choisie, donc des vidéos, une présence en synchrone, suivie d'exercices formatifs obligatoires, était
plus intéressantes, équivalentes ou moins intéressantes que vos autres cours. Et j'ai un 81 qui disait j'aimais mieux ça. Donc, ils aimaient bien la dualité, je pense, vidéo et présence. Mais ça incluait aussi les TFM. Et il y en a qui ont apprécié visiblement la formule. J'ai personne qui m'a répondu avoir moins aimé ça. À noter, parenthèse, là, un petit bémol, là, je vais faire une autocritique. On est à la semaine 14. On est à la fin de la session. Donc, ceux qui n'ont pas aimé ça ont déjà abandonné. Okay? Peut-être que si j'avais posé la question à tous ceux qui étaient inscrits à la semaine 1, la statistique aurait été un peu différente. Mais je fais avec les étudiants que j'avais en classe, évidemment, au moment de poser la question. Quelques commentaires brièvement à distance. Je ne les lirai pas tous. Okay? Je vais juste montrer qu'il y en avait plusieurs, parce que bon, je vais me flatter un peu les épaules, mais comme on dit ça, me donner une tape dans le dos. Par contre, en gras, le fait de nous obliger à faire les exercices m'a permis de me pratiquer, de ne pas décrocher du cours. Les faire à chaque semaine a permis de garder le fil du cours, d'avoir une rétroaction. Donc, voici de rétroaction, ici, l'étudiant le dit de lui-même. La question était, qu'avez-vous aimé dans ce cours? Qu'avez-vous pensé des TFM? Quelque chose comme ça. Devoir faire des mini-tests, en fait, ce n'était pas des TFM, c'était juste qu'avez-vous aimé dans ce cours. Puis il y en a qui m'ont parlé de TFM, j'ai sorti les arguments qui étaient pro-TFM. Bonne façon d'être à son affaire, garder les étudiants à jour. Et ici, encore sur les rétroactions, donc c'est intéressant, ça m'aide, surtout avec les explications des mauvaises réponses. Donc ça, je trouve ça intéressant qu'une étudiante ou un étudiant me souligne le fait que les rétroactions qui popaient quand ils se trompaient, ça l'a aidé. Puis à la fin de la session, il se rappelait de ça assez pour m'en parler dans un questionnaire. Ça, je trouvais que c'était des commentaires intéressants, surtout quand je reviens toujours à l'idée de Saint-Pierre au début, qu'un enseignement est réussi, entre autres, quand on a une rétroaction efficace et rapide pour nos étudiants. Au niveau de la rétroaction, là, on est en présence. À l'automne 2021, je leur ai demandé quand est-ce que tu as fait tes TFM. On avait cette question-là un peu tout à l'heure, mais je vous illustre ici que j'ai 81 de mes étudiants en présence qui m'ont répondu qu'ils les faisaient tout le temps, 39 ou en rattrapage, parce que des fois, ils sautaient 3 semaines puis ils en faisaient 3 en même temps, 42 Et donc, j'ai 4 étudiants sur 5 dans mes cours qui m'ont dit avoir fait les travaux formatifs. Et ça se vérifie sur Moodle. Et ça, pour moi, c'est une grosse statistique. Ce n'était pas obligatoire. Ça ne bloquait rien, ça n'empêchait rien. C'était vraiment un outil complémentaire. Donc, pour moi, c'est un chiffre qui est énorme et je suis vraiment satisfait de ce résultat-là. Autre statistique ici, répartition des étudiants à l'écart du monde, le cours que je donne à l'hiver. Sur leur réponse, quand l'enseignant t'a remis des exercices papier à compléter en dehors du cours. Et ça, on est à la semaine 7. Okay? Donc, j'ai pas. Il y en a beaucoup qui abandonnent en cours de route, là, vous le savez, 10, 11, 12, ceux qui pensent qu'ils n'arriveront pas ou qui se disent oh, j'ai échoué, Noé qui s'en va. Là, semaine 7, ça, c'est avant l'examen 1. Donc, tous les étudiants qui n'ont pas abandonné la semaine 4, généralement, sont tous là. Et donc, je leur demande, quand tu as des devoirs, est-ce que tu es fait? Des devoirs papier. Tu as une feuille papier que je te donne en classe, là. Est-ce que tu l'as fini à la maison? Parce que moi, c'est ça que je leur dis en classe, qu'on n'a pas le temps. J'ai fini ça à la maison. Donc, un 44 qui dit oui, je le fais. Et j'ai un 35 qui me dit je le fais juste les questions qui reviennent dans les TFM. Un 17 qui font juste en classe, puis le reste à la maison, ils jettent quasiment la feuille, puis ils s'en foutent un peu, puis les autres, ils ne font pas. Mais 35 ça, c'est des étudiants, dans ma compréhension de la chose, qui auraient gardé la feuille dans leur sac, rangée, pliée, tout croche. Mais là, parce qu'ils faisaient le TFM, puis qu'au TFM, il y avait une question qui disait « Rose, sors ta feuille. La question 3B, c'est quoi la réponse? » Bien là, ils n'ont eu pas le choix de répondre à 3B pour pouvoir l'entrer dans le TFM et débloquer le PowerPoint, débloquer la séquence d'après. Des fois, j'avais d'autres éléments complémentaires que mon diaporama. Des fois, quand j'ai des idées, je vais leur dire « Regardez, ça, je le donne en bonus à ceux qui ont fait les TFM. » Et donc, une TFM, ce n'était pas juste une rétroaction post-classe, mais ça a aussi incité le tiers de mes étudiants et donc une forte proportion de ceux de la moitié là, qui ne font pas les exercices sur papier à la maison. Quand on leur dit compléter ça à la maison, dans ceux qui ne le font pas, j'en ai beaucoup, donc 2 sur 3 parmi eux à peu près, qui les ont complétés parce que je leur posais des questions sur le travail formatif Moodle et ils devaient y répondre. Donc ça, je trouvais ça vraiment, vraiment encourageant pour moi aussi. J'étais vraiment content de ça. Quelques commentaires positifs en présence. Vous voyez, ça revient un peu au même, dans le sens où on a ici bon, il y en a beaucoup, là, mais en résumé, sans les TFM, j'aurais eu plus de difficultés à me diriger. Et donc, question de structure. Je me sentais très encadré. On est à l'hiver 2022, là, je suis au cégep. Okay? Il n'y a pas d'enseignement à distance, ils sont avec moi. Mais les TFM, grâce aux TFM, donc les TFM l'ont permis d'avoir une certaine structure. Qu'est-ce qu'on avait d'autre aussi? J'ai apprécié les Moodle sur tous les tests. Donc, j'ai apprécié d'utiliser Moodle parce qu'il y a des hyperliens, il y a toutes sortes d'affaires, mais il m'a précisé, ou elle m'a précisé, qu'elle appréciait surtout les travaux formatifs.
trouvais que c'était quelque chose d'assez intéressant. C'est plus interactif, c'est le fun d'avoir son résultat tout de suite. Donc, le concept de rétroaction a été souligné par des étudiants. Et ça, je vous rappelle, ce n'était pas une question qu'as-tu pensé des TFM. Ici, la question, c'était qu'as-tu apprécié dans ce cours? En gros, c'est ça que ça disait. Je n'ai pas demandé spécifiquement de parler des travaux formatifs Moodle. Donc, dans tous les commentaires que j'ai reçus de la centaine d'étudiants que j'avais reçus, j'ai sorti tous ceux qui évoquaient les travaux formatifs Moodle sans que je l'aie demandé nécessairement. Personnellement, s'il n'y avait pas de TFM, j'étudierais juste la fin de la session. Donc, on est encore dans le concept d'être encadré, structuré. Et ici, ça m'aidait à maintenir une routine un peu plus régulière. Donc, encore une fois, visiblement, les TFM, que je leur rappelais à chaque semaine de faire, leur permettaient de, comme on le suggère en pédagogie, d'étudier à chaque semaine les notions que vous venez tout juste de voir dans le cours et de ne pas attendre seulement avant l'examen pour essayer de tout relire vos notes de cours. Parce que ça serait trop long. Je vais quand même prendre la peine de présenter tous les commentaires négatifs que j'ai reçus à l'hiver 2022 qui concernaient les travaux formatifs Moodle. Vous comprendrez pas ma boutade, mais par mon commentaire que j'en ai pas reçu beaucoup des négatifs là-dessus. Mais par transparence, je vais vous les montrer. Pour être honnête, des fois, quand j'y arrivais pas, je faisais n'importe quoi, mais ça, c'était surtout vraiment quand il me restait genre 2 que ça faisait genre 7 fois que je le faisais. C'est écrit bizarre parce que c'était une entrevue que j'ai faite en fin de session avec des étudiants volontaires. Là. Que l'étudiante, il manque un petit 2 elle est à 8,8 puis qu'elle essaye n'importe quel choix de réponse pour avoir son 9, rendu là, sérieusement, ça ne me stresse pas du tout. Puis elle me disait justement, ben ça, je fais ça juste quand je suis tanné. C'est mon exemple qui est à 60 fois, là, si c'était des choix de réponse, ça ne se serait pas rendu à 60. Donc, en mettant juste des choix de réponse, des fois, ça peut créer ça. Donc, évidemment, moi, j'ai beaucoup de réponses à réponses courtes, là, 1 mot, 2 mots, des choses comme ça. Ça évite aux étudiants de faire n'importe quoi. L'étudiante m'a dit, je n'ai pas vraiment complété de TFM. Je trouve personnellement que devoir réussir chaque TFM qui dure 30 à 45 minutes pour pouvoir passer au prochain est un peu exagéré. Il prenait trop de temps et le fait de devoir réussir obligatoirement à 90 était assez frustrant. À mon avis, c'est un peu trop et je n'ai pas vraiment eu le temps de les faire. Super bonne étudiante, un peu plus âgée, très motivée, âgée, genre, mettons, 23, 24 ans, quelque chose comme ça. Mais tu sais, moi, je disais ça, j'étais comme, ouais, OK, c'est peut-être exigeant. En même temps, au premier cours de l'année, je leur dis, n'oubliez pas, mon cours, c'est 2 cours ensemble, un cours d'activité et 3 cours par semaine à la maison. Et à part les TFM, je leur demande à peu près rien d'autre, sauf de réviser, d'étudier. Puis parfois, il y a des heures qu'ils prennent en plus en préparation d'examen ou dans les travaux. 30 à 45 minutes, c'est trop. Là, je me dis, ce n'est pas la faute des TFM. Puis en gros, c'est mon impression. Je m'excuse pour OW, mais ce n'est pas ça le principe. Et j'aimerais revenir sur un commentaire positif qui est arrivé. Okay? Là, on est le 13 mai. L'examen a été reporté. Moodle est accessible par un lien direct, mais n'est plus accessible par la plateforme du collège, qui est Colnet à Montmorency. Et donc, comme Moodle n'est plus accessible par là, les étudiants n'ont plus accès à Moodle. Donc, l'étudiante me dit « Bonjour, monsieur, je n'ai pas accès à Moodle à cause du site. Est-ce que l'examen est toujours mardi prochain? » Oui, l'examen est en classe, donc ça ne change rien. Moodle est accessible. Va lire le message pour accéder à Moodle directement. Puis, j'ai essayé le mot de passe, ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Et ce qui m'a tiqué dans ce message-là, c'est « Je ne veux pas être pénalisé pour ça. J'ai vraiment besoin de Moodle. » Elle a vraiment besoin de Moodle. Je vous rappelle, dans le cadre de l'enseignement en présence, à l'hiver dernier et à l'automne passé, Moodle était un complément. Moodle était un devoir. Voici le cours, puis allez faire le devoir en ligne pour vérifier si vous avez bien compris ce qu'on vient de faire ensemble. L'étudiant qui ne le fait pas, qui se présente à l'examen et qui a 100 il y a 100 okay? Moodle, ça ne compte pas. Mais j'ai des étudiantes, dont celle-ci, elle me l'a écrit, mais combien d'autres se sont dit « J'ai besoin de Moodle ». Ça devient pas un outil complémentaire, mais un outil obligatoire. Ça fait partie de ma structure d'études, ça fait partie de mon cheminement dans ce cours-là et je veux y accéder. Je me sens pénalisé si je n'ai pas accès à ces compléments-là. Donc là, écoute, le bâton, ce n'est pas moi qui l'ai mis. Là. Elle s'est mis un bâton elle-même, mais tant mieux. Okay? Et on a trouvé une façon finalement là, de lui donner accès à Moodle de manière dérivée. Donc en conclusion, parce que oui, on va être dans les temps. En conclusion, ici, à considérer dans la démarche. Okay? Dans la démarche, quand on fait les travaux formatifs Moodle, mes réflexions personnelles, surtout quand on est en présence, qu'on s'entend là, ici, je ne parle plus d'enseignement à distance, mais bien d'enseignement en présence, insister sur la disponibilité de l'enseignant à répondre aux questions. En classe, là, les images de Teams, comme je vous ai montré, là, avec les noms biffés, j'en avais montré 3-4. Des étudiants qui ont pris la peine de me dire « Monsieur, bonjour, je suis coincé, TFM 3, question 4, question 5. » Puis là, moi, je réponds, bien, pour la question 4, voici un indice, allez voir telle page dans votre atlas, choses comme ça. Question 5, vous avez juste fait une faute de français, vous avez oublié le S à la fin. Moodle, je n'avais pas prévu là, la faute de français. Donc, allez mettre un S, puis ça va être correct, des choses comme ça. L'autre, je vais le rentrer avec des indices ou des choses comme ça. Donc, il faut que les étudiants, les travaux formatifs, je n'en ai pas parlé beaucoup aujourd'hui, mais
moi, mon objectif aussi, c'était de les forcer à me poser des questions. C'est qu'ils se rendent compte par eux-mêmes de ce qu'ils ne comprennent pas ou de ce qu'ils n'ont pas acquis dans le cours. Donc, s'ils font leur travail formatif en ligne le lendemain du cours, puis la question 4, ils n'ont aucune idée de quoi ça parle, bien, c'est qu'ils étaient dans l'une dans le cours. Et donc, s'il n'y a pas de travail formatif, ils ne savent pas, eux, qui étaient dans l'une dans le cours et qui ont manqué ces 5 minutes-là parce qu'ils pensaient à leur épicerie, à leur chum ou peu importe. Donc, en faisant une question puis en se butant sur une question module dont ils n'ont aucune idée de la réponse, bien, pour avoir la réponse, soit qu'ils appellent leurs amis, travail d'équipe, tant mieux, soit qu'ils m'écrivent directement, monsieur, je suis bloqué à telle place, moi j'ai accès à la question et je peux donc les aider. Et ça, je trouve ça intéressant qu'ils puissent, comme ça, constater leurs erreurs à temps. Moi, j'ai accès aux tentatives, je viens de vous en parler. Considérer l'absence de réponse à développement. Ça, pour les profs, c'est à considérer. Ça dépend à quel sujet vous êtes. Là, je pense à français, à philo, des cours où les évaluations se font sur du développement, sur du long texte, ou même dans les cours plus techniques, ou comme moi, sciences humaines. Bien, dans mes travaux formatifs modaux, il faut que ça se corrige automatiquement. Il faut que l'étudiant puisse faire 12 tentatives du dimanche soir, 20h à 23h. Donc, il ne faut pas que faut pas que ma présence soit requise. Il ne faut pas que j'aille mettre une évaluation de mon œil à moi. Donc, une question à développement long est impossible. Une réponse en une phrase est impossible. Et donc, c'est toujours une réponse courte, choix de réponse, des questions avec des zones, mettons, glisser, déposer sur les images, en bio, disons, identifier les zones du cerveau, des choses comme ça. Donc, on peut glisser, et ça se fait, ça se corrige tout seul parce qu'on identifie des zones de bonne réponse. Mais dans l'examen, si on pose des questions de développement, bien ça, ils ne l'ont pas pratiqué dans leur TFM. Donc, il faut juste penser à ça dans notre pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut faire autre chose en classe pour pratiquer des questions plus développées. Convaincre les étudiants récalcitrants, je vous explique avec une citation ici d'un étudiant très, très ouvert, très sympathique, qui me dit dans les entrevues, ça peut sembler ridicule comme raison, mais c'est ma raison, je ne me mets pas de pression là-dessus vu que c'est formatif. Je ne me dis pas, il faut que je le fasse, sinon je suis foutu. Je me dis juste que si je ne le fais pas, ce n'est pas grave, il n'y a pas de conséquences là-dessus. Donc, lui, dans sa tête, il arrive au cégep, il a toujours été bon secondaire, il a toujours eu des bonnes notes, fait qu'il ne fait pas, je vais avoir une bonne note pareille. Puis finalement, il a passé mon cours, mais ça a fesse. Il est passé à 61, mais cet étudiant-là, s'il avait fait ses travaux, il aurait eu 85, 88. C'est un étudiant très brillant, mais un peu paresseux. Ce qui est drôle dans cette histoire-là, de WM que j'ai interrogé donc à la fin de la session d'hiver, c'est que je l'ai retrouvé dans un autre cours cet automne. Donc, juste avant la présentation, hier ou ce matin, je ne sais pas trop, je suis allé voir parce que dans l'autre cours, je fais aussi des travaux formatifs modaux. Je l'ai instauré dans mon autre cours. Et je suis allé voir la fiche de WM et il est fidèle à lui-même. Il a fait le premier. Il n'en a pas fait d'autres. Ben, c'est comme ça. Okay? Je ne le forcerai pas. Puis ce sera à lui de juger à la fin s'il est satisfait de ses notes ou non. Mais c'est comme ça. En conclusion, ici. Oui, parce qu'il y a des belles questions qui sont posées, Olivier. Excellent. En conclusion, selon moi, l'activité est structurante. On a commencé à être 32, hein? Moi j'ai 31. Il me reste une minute. C'est structurant, on l'a vu, gestion du temps, ça évite la procrastination, ça motive certains étudiants qui ont de la rétroaction rapide, ça permet les erreurs. Je reviens sur mon intro tout à l'heure. L'étudiant se trompe, c'est pas grave, il est tout seul chez eux devant un ordi, l'ordi lui dit que tu n'as pas bon, il recommence, il l'a bon, il s'est trompé, l'erreur est plus. C'est pas le prof en classe qui dit ça, c'est pas bon, c'est pas un 0 à l'examen. Donc, il peut faire des erreurs, il peut essayer. C'est ça que j'apprécie. Utilisé par une part importante des étudiants, je vous rappelle, plus de la moitié ont fait 11 des 12 formatifs que j'avais proposés en présence à l'hiver dernier et 38% avaient fait tous les travaux formatifs en ligne qui étaient facultatifs que je leur avais proposés. Et finalement, activité créée au rythme de l'enseignant. Quand j'ai déjà parlé de ça dans une autre conférence à la QPC, un peu adaptée, mais c'était un peu essentiellement le même message, des commentaires étudiants étaient « Oui, c'est bon, moi je suis en technique X et je donne 5 préparations différentes, je n'ai pas le temps de faire ça. » Il n'y a rien qui oblige de faire les TFM à tous les cours. Moi, je suis motivé, je suis craqué un peu, mais regardez, là, ça, c'est un schéma de mon cours actuel, le nouveau cours pour lequel mes TFM, je ne peux pas réutiliser ce que j'avais dans le passé ou que j'avais fait à distance, donc je vais créer au fur et à mesure. J'en ai fait un à ma leçon 1, ma leçon 2, ma leçon 3. 4, 5, 6, 7, soit que le contenu du cours n'était pas pertinent à retester ou c'était difficile de le tester parce que c'était très manipulation ou développement, soit que je n'avais pas le temps. Et donc, j'ai fait le 8. Mais pour faire le 8, il faut avoir réussi le 3. Donc, il n'y a pas le concept d'être obligé de le faire à chaque semaine tout le temps. Vous en faites 3 dans la session, puis chacun dépend du précédent. Ça peut marcher aussi. Et donc, l'étudiant le fait donc à son rythme. Pas l'étudiant, l'enseignant le fait à son rythme. Voilà. Donc, je m'arrête là-dessus. Je vous remercie pour votre écoute. Je présume que vous étiez là parce que je suis des bonnes questions. Je vais prendre les questions là. On a encore 15 minutes parce que j'ai compris. Oui, il nous reste. Et si jamais vous voulez m'écrire pour
commentaires, questions, suggestions. Je ne suis pas un conseiller technopédagogique, donc je vous réfère d'abord à votre conseiller technopédagogique dans votre cégep, plus proche de vous, connaît mieux vos logiciels accessibles et tout. Mais si vous avez des questions générales ou des commentaires, ça me fait plaisir de les recevoir. Je suis très pro-partage entre collègues. Donc, merci beaucoup et à bientôt. Merci, Olivier. Votre présentation elle était structurée, claire, inspirante, enrichissante. Puis, je veux dire, si j'étais encore enseignante, j'aurais le goût d'expérimenter cette approche évaluative-là. On a beaucoup de questions. Il y a René Nadeau qui pose la question. Vous n'avez pas rencontré d'enjeu d'obligation de donner accès à l'examen à l'étudiant? Oui. Ben, en fait, à distance, un étudiant qui m'a écrit qui est arrivé, parce qu'à l'examen, en fait, comment je fonctionnais, il devait se connecter à Zoom, me dire « Bonjour monsieur, je suis là, je suis parfait, je prends sa présence, tu peux aller faire ton examen. » Et donc, je savais que l'étudiant, je voyais bien qu'il était dans sa chambre et tout ça, donc il n'était pas en direct sur Zoom, mais je devais les voir avant qu'ils commencent leur examen. Il y a un étudiant qui m'a écrit en disant « Monsieur, je n'ai pas accès à l'examen, il est barré. » Donc, je suis allé voir et cet étudiant-là on était à l'examen final et n'avait rien fait des semaines 8 à 13. Donc, comme il n'avait pas fait son travail formatif 8, ça veut dire qu'il n'avait pas vu les vidéos 9, qu'il n'avait pas vu les vidéos 10, il n'avait pas vu les vidéos 11. Puis, dans ces 6 semaines-là, il était venu à 2 directs, mettons. Des directs qui ne sont pas vraiment des enseignements, mais plus on revient sur les vidéos, à vous des questions, des petits quiz, des choses comme ça. Fait que là, moi, dans ma tête, je me disais, bon, mettons là, que je donne accès à l'étudiant à l'examen. Comment est-ce possible que cet étudiant-là, qui n'a assisté à aucun de mes cours, réussisse l'examen? Je ne voyais aucune autre réponse que de la tricherie. Et donc, je disais à l'étudiant, puis en fait, l'examen n'était pas barré pour lui. Ce que je lui disais, c'est la même règle pour tout le monde. Si tu réussis tous tes formatifs, dans la prochaine demi-heure, l'examen il se débarre tout seul. Ce n'est pas moi qui débarre ton examen. Il est barré parce que tu n'as pas réussi le précédent. Mais si tu le réussis, fait que vas-y. Puis il dit OK, parfait. Il est allé faire son 8. Il a passé 1h30 à essayer de faire le premier formatif que moi j'avais donné aux autres il y a 1 mois et demi. Puis il a abandonné. Mais est-ce que je considère l'avoir largué? Non. Je veux dire, s'il ne trichait pas, il aurait eu 12% à son examen. C'était impossible qu'il réussisse. Et donc, c'est le seul problème que j'ai eu. Les autres, c'est soit les abandons que tout le monde a vécu là, à distance, des étudiants en cours de route. Puis les autres avaient accès à l'examen. Il y en a 2-3 là, qui ont pris, peut-être, ils n'avaient pas fini le dernier, ils ont pris un 20 minutes pour le finir, puis ils ont embarqué dans l'examen tout de suite, fait qu'ils ont manqué un petit 15-20 minutes. Mais ils ont passé quand même. C'était pas ça qui les empêche. D'ailleurs, la question qui était posée par René, celle de Sophie Crevier, est un peu semblable, bien que elle, Sophie, ce qu'elle dit, c'est que sa préoccupation donc, est similaire à celle de René, mais bien que je trouve votre stratégie ingénieuse, la PIA de mon collège m'empêche de procéder ainsi avec les évaluations formatives. Je ne peux refuser un sommatif pour formatif non fait ou pas réussi. Cela n'a pas été problématique pour vous? Moi, je n'ai pas eu cet enjeu-là à distance. Mais c'est vrai que c'est une question qui avait été posée. De mémoire, il me semble que je l'avais posée de mon côté, justement parce que j'avais eu le bémol de est-ce que c'est problématique. Puis, je n'avais pas eu de retour où on m'avait dit que ce n'était pas un problème. Mais est-ce que c'est une erreur d'interprétation dans la panique de la pandémie, de tous les cadres et tout le monde en haut, ça essaie de se débrouiller comme il peut, puis ma question est un peu passée, a été lue vite, ça se pourrait. Ça se pourrait. Ceci dit, c'est un problème à distance, mais ce n'est pas un problème en présence parce que je ne l'applique plus en présence. Je n'empêche pas quelqu'un de faire un travail. Ou, tu sais, par exemple, en présence, une des carottes que j'utilise dans mon nouveau cours, ceux qui ont fait les travaux formatifs, ils ont un rapport à faire, un petit rapport de 5-6 pages. Et moi, je leur donne un canevas de travail où j'ai déjà mis les titres. Il faut juste qu'ils remplissent les paragraphes finalement. Mais ce canevas-là, il est offert à tout le monde en PDF. Ceux qui ont fait leur travail formatif Moodle, il est offert en Word. Donc, ceux qui ont fait leurs travaux en ligne téléchargent le Word, ils ont déjà les titres, ont déjà complété les mots. Et donc, leur mise en page est déjà bonne, à quelques détails près. Puis ceux qui n'ont pas fait le travail formatif, ils peuvent quand même me remettre le travail formatif, sauf qu'il faut qu'ils ouvrent un Word vide qui se fie à mon PDF puis qui refassent eux-mêmes leur structure. Ce que normalement, tu sais, moi, dans l'idée, je n'ai pas l'impression de pénaliser personne parce que normalement, si je n'avais pas Moodle ou quoi que ce soit, c'est un document papier que j'aurais donné, puis il aurait ouvert un Word vide, puis tout le monde serait parti de rien. Là, je donne un bonus à ceux qui font les travaux en ligne et non pas un malus à ceux qui ne les font pas. Merci. Merci. Il y a Hugo Larouche-Trottier, lui, qui se pose la question, comment vous vous y prendriez là, pour des niveaux de compétences de plus haut niveau comme des connaissances factuelles?
ça ne sera pas qu'un seul mot ou un vrai ou faux ou choix de réponse. Est-ce qu'il y a s'il y a des questions à développement, Effectivement, moi, je vois vraiment ça. Bien, depuis le début, je voyais vraiment ça comme une répartition du temps. C'est-à-dire que, comme je te disais tout à l'heure, les tests à correction automatisée ne permettent pas des réflexions de haut niveau, des questions de développement ou des trucs plus complexes. Par exemple, en mathématiques, de présenter la démarche au complet. Ce qu'on pourrait faire, par contre, dans un test, ben, c'est de mettre la réponse, puis l'étudiant pourrait être invité à fournir sa démarche, mais c'est reste que si on veut que ça corrige automatiquement, il faut que la réponse se corrige automatiquement. C'est juste le chiffre à la fin qui compte. Donc, moi, comment je vois ça, c'est que les tests formatifs modaux ne permettent pas de tester, de développer, pardon, ou de pratiquer ou d'entraîner les étudiants à faire des questions de développement, mais ils permettent de libérer du temps en classe ou en rencontre avec les étudiants pour le consacrer aux questions de développement. Dans le sens où les réponses, connaissances déclaratives, factuelles, par exemple, un prof dit à un étudiant, lis ce texte-là pour le prochain cours. Je ne sais pas dans quel domaine, je ne vais pas m'improviser dans des domaines qui ne sont pas les miens. Et que dans ce que vous voulez que l'étudiant retienne de son texte, bien, il y a des notions de, par exemple, la définition du taux de chômage en économie. Et là, vous voulez que l'étudiant sache la définition du taux de chômage. Mais est-ce qu'au cégep, on veut vraiment que l'étudiant connaisse une définition ou si on veut que l'étudiant sache comprendre le taux de chômage, ses impacts sur la société, sur l'immigration, sur les personnes en situation d'emploi ou non, sur les entreprises? Bien, c'est ça que les économistes vont développer. Donc, la définition elle-même, le test formatif Moodle va permettre à l'étudiant de vérifier ça, puis ça peut se faire avant un cours aussi. Et donc, il vérifie des connaissances déclaratives. Puis là, je me dis, si l'étudiant ne connaît même pas c'est quoi le taux de chômage, mais il ne comprendra pas ces enjeux dans la société. Donc, il va avoir les connaissances déclaratives dans le test Moodle. Puis en classe, dans nos exercices de groupe, de classe, d'enseignement, là, on va faire des entraînements à long développement. Et moi, si j'ai un exercice formatif à leur demander de papier, qui me remettent papier, qui est formatif, bien, je vais tout enlever de ce formatif-là, mes questions à réponse unique ou mes choix de réponse, quoi que ce soit. Je ne vais poser que des questions à développement long ou des questions qui demandent une certaine réflexion ou une démarche mathématique, quelque chose comme ça. Et à ce moment-là, mon temps va être consacré à ça et j'ai évacué les connaissances déclaratives qui se corrigent toutes seules en ligne. Donc, il faut le voir comme ça. Ça ne permet pas effectivement de traiter des questions longues ou à développement ou de plus haut niveau, comme on le disait, mais ça libère du temps ailleurs où le prof peut traiter ces questions-là. Très bien, merci. Il y a encore quelques questions. On va essayer de. Bon, il y a Catherine Boyer qui a 2 questions. À quel point est-ce que les étudiants, avez-vous l'impression que les étudiants se donnaient entre eux les documents Boni obtenus là, lors de leur TFM réussi de telle sorte que certains d'entre eux avaient accès aux Boni sans avoir fait les TFM? Ça se peut. En fait, ça se peut, puis ça ne me dérangeait pas pour différentes raisons. J'ai l'avantage, entre guillemets, d'être en sciences humaines en première année, première session. Il n'y en a pas beaucoup qui se connaissent. Okay, moi, j'ai été dans 2 gros cégeps. Là, je suis en Montmorency présentement. C'est 1500 étudiants dans le programme. Puis là, vous voyez, en ce moment, dans mon cours-là, j'ai le groupe 29 puis le groupe 30. Ça donne une idée. Là. Donc, il y a au moins 30 groupes d'étudiants. En géographie, on a 23 groupes. En méthode quantitative, on en a 30. Fait que c'est beaucoup de monde, ils sont répartis dans plein de groupes. Fait qu'effectivement, ils sont très peu à se connaître. Donc, ça n'arrive pas vraiment. L'autre affaire, c'est que je me dis, si je n'avais pas ça sur Moodle, bien, il y a des documents que je leur donne, mettons la feuille de bonus à l'examen, probablement avant d'être sur Moodle, je la donnais en classe. Tout le monde l'avait. Fait que là, vu que tout le monde l'avait, là, je dis, pour essayer de les améliorer, au lieu qu'attendre la feuille passivement, bien, je vais leur dire, allez faire des devoirs en ligne, ça va vous donner la feuille. Donc, moi, je me dis, oui, c'est plus d'efforts pour eux, mais c'est comme ça qu'ils deviennent meilleurs. Est-ce que les 3-4 qui ont un ami qui lui donne la feuille, bien, dans le fond, ils font juste fonctionner à la manière avec laquelle je fonctionnais il y a 4 ans. Ils profitent de la feuille sans avoir fait l'exercice. Ben tant pis, tu sais. Puis, c'était quoi l'autre truc que je voulais dire là-dessus? Donc, ça ne me dérange pas vraiment. Ah, l'autre truc, c'était, oui, j'ai une anecdote d'un étudiant dont je connaissais le père. Je l'avais eu l'étudiant en classe, mais je connaissais le père de loin. Tu sais, je ne connaissais pas l'étudiant avant de le voir. Son père était venu me voir par après. Puis il disait, hey, tu sais, mon gars, t'es dans ton cours. Je vois, OK. Puis il me disait que d'autres élèves de sa classe, un autre ou 2 autres élèves de sa classe, lui avaient demandé par Internet, hey, il faut que je fasse le TFM, mettons 12. Je sais que tu l'as fait. Envoie-moi les réponses parce que je veux le faire avant l'examen, je suis pressé. Et l'étudiant de répondre, hey, avec l'effort que j'ai mis là-dessus, étouffe-toi avec ça, je ne t'aurai pas mes réponses. Et donc, il avait refusé de fournir les réponses pour que, même il ne donnait pas le document, il ne voulait même pas donner les réponses du test pour que l'autre, à cause du temps qu'il avait consacré, il disait, hey, moi, ça m'a pris une demi-heure, 1 heure, il y avait un certain orgueil, puis je ne vais pas te sauver ça.
Fait que, À quel point, on va aller plus rapidement. À quel point la création de la gestion des TFM là, dans une plateforme comme Module est devenue une charge supplémentaire à votre tâche enseignante? Avez-vous gagné ou perdu du temps avec une telle formule? C'est très difficile à évaluer parce que je suis. Faudrait que mes collègues de bureau vous répondent pour dire que moi, je suis un peu freak, là, dans le sens que je fais beaucoup trop de choses qui ne sont pas nécessairement nécessaires, mais que moi, des statistiques de classe. Moi, je ne donne pas la moyenne aux étudiants. Je leur donne un histogramme de la répartition avec les quartiles pour faire une variation, puis les rangs. En tout cas. Est-ce que c'est une charge de plus? Ça dépend. La première fois, oui. Il faut commencer tranquillement. Quand je n'ai pas le temps, je fais 3 questions, puis c'est tout. Puis c'est bien correct, 3 questions. Mais c'est sûr que quelqu'un qui n'a jamais touché à Moodle ne peut pas partir en disant je vais faire un quiz par semaine. Il faut commencer par apprendre le logiciel. On peut faire juste des choix de réponse au début, puis après, on apprend un nouveau format de questions. On l'intègre, puis il faut y aller petit à petit. Vu que j'ai commencé à distance, on n'avait comme pas le choix. On était à distance, on avait plus de temps, pas de déplacement. Puis, j'avais juste 1 heure de cours, en fait. J'ai beaucoup de temps pour enregistrer mes capsules, mais quand même. Puis au bout de la ligne, moi, je trouve ça rentable. Je pense que je reçois moins de questions dans mon bureau, moins de courriels, moins des questions de base. Là. Donc, les gens vont poser des questions pertinentes, autrement dit. Puis, quand l'étudiant me dit « Monsieur, je ne comprends pas », je peux aller voir en ligne puis dire « Commence par ça ». Puis, si elle a fait plusieurs essais, je consacre mon temps. Fait que oui, c'est une charge de plus, je ne le cacherai pas. Mais ça, ou créer un exercice papier, je ne vois pas trop de différence. Merci. On va prolonger les échanges, même s'il est 13h de midi 45. De toute façon, l'enregistrement va inclure les questions qui auront été posées. Alors, je continue de vous les poser, Olivier. Là, une question de Serge Sivigny. Lors de la correction, si l'étudiant a eu 82 au lieu de 90, je crois que c'est oui, mais est-ce qu'il sait à quelle question il a perdu des points ou est-ce qu'il ne le voit pas? Oui, comme je présentais tout à l'heure, il y a l'option relecture et il peut, dans le fond, revoir. Il faut voir ça vraiment. Là, moi, quand j'étais conseiller technopédagogique là, pendant une session, là, puis j'explique aux profs, il faut vraiment voir le test sur Moodle comme une version papier à l'écran. C'est-à-dire que toutes les options qui sont possibles papier ont été pensées à l'écran, puis évidemment, sur le web, on en a plus d'options. Donc, pour le test, il faut voir ça comme si mon examen était, mon test là, formatif, c'est une version papier de 6 pages. Il y a 12 questions, 15 questions, peu importe. L'étudiant le remplit papier, me le donne, je corrige, je fais un X, je fais un I, ici je mets bravo, mais attention à tel truc, je mets des commentaires et je lui redonne en main propre. Je lui redonne en main propre. Il a sa version papier qu'il a faite à la mine. L'étudiant efface les réponses qu'il n'a pas eu bonnes, réécrit ses réponses qu'il pense bonnes, me redonne la copie et je recorrige sa copie. C'est vraiment ça que Moodle fait. Et donc, l'étudiant, quand il relit sa tentative, ou même live, là, quand il répond à une question qu'il fait vérifier, ça lui dit « T'as eu bon, t'as eu pas bon ». Il peut se prendre une feuille à côté et écrire « Bon, question 2, je ne l'ai pas eu. J'avais noté ça, je ne l'ai pas eu. » Puis sinon, il peut juste relire toute cette test et voir toutes ses mauvaises réponses pour les noter. Et quand il relance sa tentative, aller modifier juste la question 3, 7 et 9, parce que c'est les 3 qu'il savait avoir manqué. Merci. Il y a Nadine qui pose la question, peut-être, bon, je ne sais pas si vous savez ou non, mais est-ce qu'il y a une autre plateforme là, qui est similaire à Module? Ils n'ont pas accès, là, Nadine alors, elle n'a pas accès à Module dans son collège. Est-ce que vous savez s'il y a une autre application? Moi, personnellement, je n'en connais pas parce que je n'ai pas eu comme mandat de fouiller les applications. Je l'ai déjà demandé à des collègues qui en connaissaient d'autres, mais nous, ce qu'on utilise, moi, ce que je connais autour de moi, là, c'est Teams, par exemple, qui permet les devoirs, mais qui n'a pas ce principe-là de cascade et de questionnaire automatique. Il y a des plateformes comme WooClap ou comme Kahoot, oui, je pense que oui, mais qui permettent d'avoir des questionnaires autonomes, que l'étudiant peut répondre n'importe quand et avoir ses rétroactions. Mais le principe que les questionnaires se verrouillent en fonction du précédent, personnellement, je ne connais que Moodle qui permet ça. Est-ce qu'il y a une autre plateforme pédagogique qui existe? Je ne le sais pas, mais comme Moodle est celle qui est utilisée dans la majorité des cégeps et des universités au Québec, je présume que s'il y en avait une autre meilleure, l'Université de Montréal, Sherbrooke ou l'UQAM l'aurait utilisée, je présume. Mais ils sont sur Moodle eux aussi, à ma connaissance. Donc, d'après moi, c'est celle-là. Okay. Mais je ne peux pas aller plus loin que ça. OK. Il y a Marie-Maude Goulet qui a ajouté bon, Kahoot permet d'envoyer des devoirs, mais c'est moins compliqué, c'est moins complexe que ce qu'on trouve. OK. Autre question. Il y a quelqu'un, mais je pense que vous en avez glissé un mot, là, le lien entre ce mode d'évaluation formative en cascade et le taux de réussite des étudiants dans le cours? J'en ai pas glissé un mot parce que c'est très difficile à comparer, étant moi-même encore un enseignant précaire.
et avec un cours que je change beaucoup, je n'ai pas de comparatif. Donc, je n'ai pas un cours similaire. Puis en plus, là, je comparais de l'enseignement à distance avec l'enseignement en présence dans 2 cégeps. Fait que je n'avais pas la base de comparaison. Ceci dit, si je peux comparer mes notes, par exemple, puis mon taux d'abandon puis mes notes à mes collègues, parce qu'étant dans un gros cégep, là, en ce moment, on est 5 ou 6 profs à donner le même cours, et je vous dirais qu'on a des moyennes relativement similaires. Et donc, est-ce que moi, en ayant des tests comme ça me donne des meilleurs résultats, des meilleures moyennes? Je n'irai pas jusque-là. Je crois que ça me permet d'avoir des étudiants qui auraient 57 qui vont se ramasser à 62. Tu sais, des étudiants qui étaient sur le bord, mais que grâce à ça, ils vont être un peu meilleurs. Je ne pense pas que ça permet à mes meilleurs 85 de monter à 95. Donc, c'est mon impression, mais je n'ai pas assez de données là, pour affirmer à quel point il y a vraiment un cause à effet sur les notes. OK. Est-ce que les travaux sommatifs, ça c'est Léa Bégiste qui pose la question, est-ce que les travaux sommatifs sont accessibles même si les étudiants ne réussissent pas les TFM? En présence, oui. En présence, à distance, les examens étaient verrouillés jusqu'à la réussite du TFM précédent qui normalement était réussi la semaine avant l'examen. Donc, pour la majorité des étudiants qui étaient encore inscrits à mon cours rendu là, c'était une formalité. Là, ça se faisait tout seul, puis c'était de base. Puis s'ils étaient bloqués, ben, j'allais les aider ou je pouvais moi-même modifier à la limite l'étudiant dont ta réponse est bonne. Mais en présence, c'est 2 choses différentes. Il y a les travaux formatifs en ligne qui sont des devoirs facultatifs qui vont vous aider. Puis il y a les travaux pratiques, puis les examens qui sont sommatifs. Ce sont des documents que j'explique, que je présente en classe, qu'on pratique en classe et qui sont à remettre. Fait que c'est comme deux cases différentes. OK. Et la dernière question, quoi qu'elle ressemble beaucoup à une qui a été posée avant, avez-vous remarqué une augmentation des notes aux examens sommatifs? C'est Marie-Maud de Goulet qui pose la question. Comme je disais tantôt, je n'ai pas le bagage ou les données pour le dire. J'ai l'impression que oui. En fait, ce que j'ai comme information, ce que je vous présentais à la fin, c'est des commentaires d'étudiants. Puis l'année passée, j'ai fait des entrevues avec une dizaine d'étudiants en leur posant, entre autres, les questions « Qu'en avez-vous pensé? » Puis les commentaires, c'était ça. C'est que ça m'aidait à me structurer, à m'organiser, etc. Est-ce que ces étudiantes-là, je ne peux pas savoir si cette étudiante-là a une meilleure note grâce au TFM. Je ne l'avais pas, elle, avant. Bon, je ne peux pas comparer une même étudiante avec elle-même. Mais j'ai l'impression qu'ils sont plus, que ça les aide à s'organiser et donc que ça doit, si ce n'est pas une meilleure note, du moins diminuer peut-être leur anxiété ou quelque chose comme ça. Mais encore là, c'est des hypothèses. Okay? Je n'ai pas fait de recherche exhaustive là-dessus. Là, on est vraiment dans une tentative pédagogique et non pas une recherche qualitative officielle. Mais par contre, j'ajouterais, parce qu'on parlait de Kahoot tantôt, dans Moodle, dans les tests comme ça, ce que j'aime aussi, c'est la variété des types de questions. Là, on a l'impression que c'est juste des choix de réponse. Kahoot, moi, c'est pour ça que je ne l'utilise plus. J'ai utilisé une fois, puis c'est juste de l'ABCD. C'est le fun et de la musique, on danse, mais moi, je veux que l'étudiant puisse répondre des mots. Je veux que l'étudiant puisse répondre sur une image. Je veux que l'étudiant puisse compléter des phrases. Voici une phrase, c'est quoi le mot qui va là, le mot qui va là, le mot qui va là. Et donc, ça, c'est tous des trucs qui se corrigent automatiquement et qui peuvent être très complexes. Je leur donne une liste de 20 mots en bas, une phrase trouée, il faut que je choisisse dans les mots en bas quel mot va où. Ça peut être super compliqué pour l'étudiant parce qu'on a des mots qui se ressemblent, on a des mots qui veulent dire 2 choses qui ne sont pas tout à fait la même chose. Taux de chômage, taux d'activité, taux de... Bon. Donc, la variété, moi, c'est ça que j'essaie de faire aussi. Les choix de réponse, j'aime pas bien ça, même dans Moodle. Donc, j'ai une certaine variété de questions. Puis ça, je trouve ça plus enrichissant pour eux. Parfait. Écoutez, Olivier, c'était passionnant. Les gens ont adoré. C'est inspirant. Vraiment, je vous remercie énormément pour votre présentation et j'espère qu'on aura l'occasion de se croiser en présence au prochain colloque. Je vous remercie énormément au nom de tous les gens là, qui étaient présents et qui ont sûrement très apprécié. On se dit à la prochaine. Merci beaucoup. Et merci à vous tous d'avoir accordé votre temps. Ça me fait plaisir d'avoir partagé ça avec vous. Bonne journée à tout le monde.